Bonjour à tous, je suis Jean-Paul Gélin, enseignant en droit administratif au sein de la prépa ISP pour l'examen du CRFPA. Je vous propose au cours de cette vidéo de voir ensemble les éléments de correction de l'épreuve qui étaient proposés aux candidats dans cette matière en 2022. J'en profite pour vous préciser qu'au sein de la préparation ISP, nous proposons à nos élèves une vidéo complète de méthodologie et une vidéo bien sûr complète de correction de cette épreuve. Alors, première chose ici, présentons le sujet. Le sujet qui était proposé aux candidats en 2022 présentait 4 questions, en réalité 3 grandes questions, mais la dernière se divisait en 2 parties. Je précise ici que ce que j'entends par question, ce sont les questions qui sont formalisées avec un barème de points, ce qui ne veut évidemment pas dire que le candidat devait se limiter à répondre de manière beaucoup trop laconique à ces 4 questions. À partir de là, quelques recommandations d'usage. Tout d'abord, ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'est d'abord résoudre de manière désordonnée et sans le respect attendu en termes de syllogisme pour une consultation juridique. J'entends par là avoir une présentation qui soit chaotique et un mode de rédaction qui ne respecte pas ce qui est attendu en termes d'exigence par le jury, c'est-à-dire l'énoncé clair d'une règle de droit et son application au cas d'espèce. Ensuite, deuxième écueil à éviter absolument, traiter les questions trop rapidement sans développer toutes les étapes utiles à la résolution. En effet, j'ai, au moment de la présentation de cette vidéo, expliqué qu'il y avait 4 questions formalisées, mais attention, pour chacune de ces questions, il fallait se poser d'autres questions, à savoir, y avait-il des étapes nécessaires pour la résolution complète et argumentée de ce qui était précisément attendu. Donc attention à ça, il s'agit de ce qu'on appelle communément les questions cachées, qui sont soit des questions préalables, soit des questions subséquentes, pour lesquelles, même s'il n'y a pas une exigence formalisée, leur traitement est nécessaire pour avoir une réponse complète. Enfin, dernier écueil à éviter, particulièrement pour le sujet proposé en 2022, ne pas discuter des qualifications juridiques lorsque cela, bien sûr, est possible. Il va de soi que lorsque la jurisprudence ne présente aucune ambiguïté, aucune zone d'ombre, la discussion est alors complètement inutile. Mais pour un certain nombre d'éléments, la jurisprudence n'est pas forcément totalement figée et à ce moment-là, on attend du candidat qu'il soit capable, dans l'application de la règle de droit, de présenter les éléments de la discussion, du débat. À l'inverse de ce qu'il ne fallait surtout pas faire, que fallait-il faire? Bien sûr ici, respecter scrupuleusement la méthode de la consultation juridique, raison pour laquelle nous proposons à nos étudiants une méthodologie complète d'1 heure sur la façon dont il faut répondre à cette consultation. Ensuite, bien sûr, développer tous les aspects du sujet, y compris les qualifications qui ne sont pas demandées. C'est bien entendu l'inverse de l'une des exigences que je précisais dans la rubrique « Ce qu'il ne faut pas faire ». Donc attention à ça, nous allons le voir ensemble, certaines questions étaient cachées, certaines qualifications devaient être exploitées, même si ce n'était pas proposé, présenté dans le sujet. Enfin, bien exploiter l'actualité jurisprudentielle. On sait que l'actualité jurisprudentielle fait partie des éléments importants dans l'apprentissage du programme, lesquels sont d'ailleurs souvent utilisés pour la rédaction de l'épreuve, mais cette exploitation, elle doit être raisonnée, il ne faut pas présenter que l'actualité et il faut surtout bien le faire. Maintenant que nous avons fait une présentation rapide du sujet, rappelons
L'énoncé. Alors, en quelques mots, le sujet proposait l'histoire d'un manifestant qui, dans un premier temps, est blessé par un tir de LBD. Ensuite, on nous demandait de nous positionner sur des dégradations qui ont été occasionnées à la suite d'un débordement de cette manifestation, sans ordre de dispersion, ce qui appelait bien sûr une question à la fois sur la personne publique responsable, mais également sur les préjudices éventuellement réparables. Enfin, en marge de cette première étape concernant les manifestations, notre protagoniste principal, soucieux de l'environnement, avait associé avec une commune, mis en place un arrêté interdisant l'usage des pesticides et participait en tant que membre d'une association à la mise en œuvre de cette interdiction par arrêté municipal. À partir de là, une fois que vous avez rappelé brièvement les faits, il est intéressant de proposer au correcteur un plan de résolution. Ce premier plan, qui n'a pas à être détaillé, doit simplement rappeler les différentes étapes de la résolution, puisque dans un deuxième temps, il sera décomposé pour bien préciser quelles étaient les qualifications en cause. Alors à partir de là, nous proposons un plan en 3 étapes. D'abord, sur le dommage subi par Rodolfo, notre protagoniste, suite à sa blessure causée par un tir de LBD. Ensuite, les dommages causés par les manifestants à la suite de débordements dans la manifestation. Enfin, sur l'intervention du maire dans la dissémination de pesticides, qui se divisera évidemment en 2 parties, comme le proposait l'énoncé. Première étape donc, sur le dommage subi par Rodolfo. Il est important de noter ici, et le candidat doit y prêter une certaine attention, que le nombre de points attribués à cette question était de 8 points, c'est-à-dire beaucoup plus que les autres questions. Cela doit normalement vous inciter à développer davantage la question par rapport à ce qui est précisément posé. J'entends par là, n'hésitez pas à avoir une résolution large, c'est-à-dire à envisager différentes qualifications juridiques. En l'occurrence ici, il s'agit de réparer un dommage subi par le manifestant, en réalité pas vraiment manifestant, et donc d'envisager différentes actions possibles. Alors, première chose ici, pour déterminer la compétence juridictionnelle, il fallait se pencher sur la nature de l'opération de police. Ensuite, puisque notre victime a été blessée par un tir de LBD et que précisément l'énoncé expliquait de manière assez détaillée qu'il s'agissait d'une arme particulièrement dangereuse, on devait se poser la question de la responsabilité de l'État du fait des armes dangereuses. Enfin, à côté de cette responsabilité, il fallait également se pencher sur la responsabilité du fait de l'organisation même de l'opération de police. Alors, première étape, la nature de l'opération. Pourquoi cette étape est importante ? D'abord parce que la distinction entre opération de police administrative et opération de police judiciaire a des conséquences importantes. D'abord sur la compétence juridictionnelle, puisque les dommages causés par les opérations de PA relèvent de la compétence du juge administratif, tandis que les dommages causés par les opérations de PJ relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. Une fois que l'on a rappelé cet élément important pour la compétence juridictionnelle, n'oublions pas que la distinction permet également de déterminer la personne publique responsable. En effet, si les opérations de police judiciaire sont toujours exercées au nom de l'État, en conséquence de quoi c'est toujours le patrimoine de l'État qui est engagé, les opérations de police administrative, elles, sont effectuées au nom de l'autorité,
ce qui veut donc dire que ce n'est pas nécessairement l'État qui est responsable, mais possiblement une autre personne publique. Une fois que l'on avait rappelé l'intérêt de la distinction, il fallait faire une présentation précise des principes de distinction, et ce, à l'appui bien sûr des jurisprudences et du Conseil d'État et du Tribunal des conflits. Je vous en rappelle le principe essentiel. Normalement, les opérations de police judiciaire visent à réprimer des infractions déterminées. Il se trouve que, compte tenu de l'énoncé, qui là-dessus ne laissait planer aucune réelle ambiguïté, il n'y avait pas eu d'ordre de dispersion, il n'y avait donc ici en principe aucune infraction déterminée, en conséquence de quoi on se situait sur une opération de police administrative. Deuxième étape, la responsabilité de l'État du fait des dommages causés par les armes dangereuses. Alors, il convient ici de rappeler un élément important. Le cas des dommages causés par les armes dangereuses est une hypothèse de responsabilité sans faute du fait du risque danger, lequel engage uniquement la responsabilité de l'État. Donc, que ce soit les substances, que ce soit les armes ou que ce soit les méthodes. À partir de là, s'agissant des dommages causés par les armes dangereuses, il y a plusieurs questions qui se posent. Tout d'abord, celle de la compétence juridictionnelle. Ensuite, celle de la qualité de la victime, le qui. Et enfin, la notion même d'arme dangereuse, c'est-à-dire le quoi. Sur la compétence juridictionnelle. En principe, si un agent de police fait usage d'une arme, notamment de l'arme de service, c'est qu'a priori, nous sommes dans le cadre d'une opération de police judiciaire. Néanmoins, même si le juge judiciaire serait alors compétent, du fait de la nature judiciaire de l'opération, cela n'exclut pas l'action en responsabilité dirigée contre l'État devant la juridiction administrative au titre du risque danger. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la qualification retenue dans le point A, il y avait de toute façon ouverture d'une action en responsabilité contre l'État du fait des armes dangereuses. Ensuite se pose la question du qui, c'est-à-dire la qualité de la victime. Est-ce que ce sont toutes les victimes qui bénéficient de cette action favorable pour l'indemnisation ou bien seulement certaines? Alors, nous retrouvons ici une distinction classique, notamment en matière de dommages causés par les ouvrages publics, entre le tiers et l'usager. En effet, s'agissant des dommages causés par les armes dangereuses, seul le tiers à l'opération de police pourra engager la responsabilité de l'État sur le fondement du risque danger, c'est-à-dire un régime de responsabilité sans faute. À l'inverse, la victime qui fait l'objet de l'opération de police, elle ne bénéficiera pas de cette action favorable, il lui restera tout de même la possibilité d'engager la responsabilité pour faute de l'État dans l'organisation de l'opération. Mais vous le voyez, il y avait ici une première distinction à faire et une première discussion possible. Est-ce que notre victime est tiers ou est-ce qu'au contraire, notre victime est visée par une opération de police? Ensuite, troisième question, le quoi. Qu'est-ce qu'une arme dangereuse? En effet, l'utilisation de ce vocabulaire peut paraître un petit peu surprenant. Dire qu'il existe des armes dangereuses implique, par opposition, à contrario, qu'il existerait des armes qui ne sont pas dangereuses. Sur ce point, il convenait à la fois de faire un rappel de la jurisprudence classique et, dans un deuxième temps, de discuter de la qualification du LBD. Alors, s'agissant de la jurisprudence classique, la jurisprudence du Conseil d'État ne soulève pas de véritable ambiguïté puisque
Selon elle, sont considérées comme des armes dangereuses les armes dites létales, c'est-à-dire celles qui, naturellement, statistiquement, causent la mort, comme c'est le cas pour l'arme de service. En revanche, ne constituent pas de telles armes dangereuses au sens de la jurisprudence administrative les matraques ou encore les gaz lacrymogènes. Une fois le rappel de la jurisprudence classique, des solutions classiques, il convenait de discuter de la qualification du LBD, du fameux lanceur de balles de défense. Pourquoi ? D'abord parce que le lanceur de balles de défense constitue la version moderne de ce qu'on appelle le flashball, mais qui en est une version beaucoup plus aboutie, beaucoup plus avancée, puisqu'il s'agit d'une arme de poing, plus facile à manipuler, dont la portée a été augmentée, et donc forcément la puissance également. À partir de là, la jurisprudence administrative n'est pas totalement fixée. En effet, subsiste encore aujourd'hui un doute sur la qualification du LBD en tant qu'arme dangereuse, au sens, bien sûr, de la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement du risque-danger. Donc, il était ici attendu, de la part du candidat, de présenter à la fois la jurisprudence classique, ainsi que les solutions jurisprudentielles plus récentes, et d'entamer une argumentation, une discussion sur la qualification à retenir. Enfin, il restait une dernière possibilité, grand C, c'est la responsabilité du fait de l'organisation de l'opération de police. Alors, sur ce point, deux choses étaient possibles, trois choses même, peut-on dire. Tout d'abord, la manifestation est encadrée par des agents qui sont équipés du LBD. Or, selon la jurisprudence du Conseil d'État, il est possible d'encadrer des manifestations en équipant les agents de police de LBD. Il s'agit d'une réponse pour le juge administratif qui est proportionnée. Néanmoins, comme le précise le juge, cela dépend des manifestations. Donc ici, il était possible d'entamer une discussion sur la spécificité de cette manifestation. Je vous prie de m'excuser. Néanmoins, en l'absence de précision dans les faits, notamment sur la récurrence de ces manifestations, sur les éventuels débordements antérieurs, sur les éventuelles blessures qu'auraient pu subir des agents à l'occasion de manifestations précédentes, eh bien la conclusion devait nécessairement être alternative. Ensuite, restait la possibilité de se pencher sur la faute de l'autorité de police administrative dans l'organisation de cette manifestation, c'est-à-dire indépendamment de l'équipement des agents avec le LBD. Et puis, une troisième orientation était également possible sur la responsabilité personnelle de l'agent. Il est important de préciser ici que, à l'inverse des points précédents, l'énoncé ne nous donnait pas d'éléments de fait suffisants pour trancher de manière certaine dans un sens ou dans un autre. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette première étape. Deuxième point maintenant, les dommages résultant de la manifestation elle-même. Ici, nous retrouvons un schéma de résolution qui est très classique en matière de responsabilité de l'État du fait des attroupements et rassemblements, à savoir l'énoncé du régime, le rappel du régime, avant de se pencher sur l'étendue du droit à réparation, dit autrement, est-ce que tous les préjudices sont réparables? Alors, sur le régime, après des évolutions jurisprudentielles et législatives, désormais, la responsabilité appartient à l'État et non plus aux communes sur le fondement de la faute. Elle appartient désormais à l'État. C'est un régime de responsabilité sans faute,
on parle parfois d'un risque social, et qui est désormais non plus codifié dans le Code général des collectivités territoriales, mais dans le Code de la sécurité intérieure. L'application de ce régime de responsabilité suppose la réunion d'un certain nombre de conditions précisées par le texte. L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Si le texte est d'une grande clarté apparente, son interprétation par le juge peut laisser parfois l'observateur un petit peu circonspect. En effet, l'application de ce régime suppose de distinguer non pas entre rassemblement spontané et rassemblement prémédité, mais entre dommage spontané et dommage prémédité. Je m'explique. Les rassemblements dont nous parlons, les manifestations, elles ne sont en réalité jamais totalement spontanées. Elles peuvent être de longue date organisées, elles peuvent également être en partie improvisées, mais un rassemblement de personnes, d'un groupe important de personnes, ne peut jamais être totalement spontané. Ce n'est donc pas la spontanéité du rassemblement qui compte, mais la spontanéité du dommage. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que la jurisprudence fait la distinction entre le dommage spontané et le dommage prémédité. Le dommage prémédité, lui, entraîne l'exclusion de l'application de ce régime. On parle alors d'une opération commando, on parle alors d'un rassemblement, d'un regroupement, dont la seule et unique finalité est la destruction d'un bien déterminé. Alors, par exemple, un rassemblement d'éleveurs qui viserait précisément un transport de viande bovine issue d'un autre État européen constitue bien un dommage prémédité. Il s'agit bien d'une opération commando, donc d'un rassemblement de personnes ayant pour seule finalité la destruction d'un bien spécifique. Cela donc entraîne l'exclusion de l'application de l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure. En l'espèce, l'énoncé évoquait une forme de, de colère des manifestants qui se mettent à dégrader les commerces alentours. Il ne s'agit donc pas d'un dommage prémédité, mais bien d'un dommage spontané. En conséquence de quoi, la responsabilité sans faute de l'État du fait des attroupements et rassemblements est alors susceptible d'être engagée. Reste alors à savoir si, à l'occasion de cette action en responsabilité, il est possible de réparer tous les préjudices. Alors, deuxième point, sur l'étendue du droit à réparation. Deux précisions ici méritaient d'être faites. Tout d'abord, le Conseil d'État, à l'occasion d'un avis, a bien précisé que dans le cadre de la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements, même s'il s'agit d'une responsabilité sans faute, il n'y a pas d'exigence quant à l'anormalité du dommage. En effet, nous sommes dans un cas de responsabilité sans faute qui suit le régime du risque et non pas celui de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en conséquence de quoi la réparation du préjudice n'est pas subordonnée à la démonstration par la victime d'un dommage anormal. Voilà pour la première précision. Deuxième précision maintenant, la jurisprudence administrative sur la responsabilité de l'État du fait des attroupements et rassemblements est très claire. Tous les préjudices sont réparables. Le texte précise les dommages causés aux personnes ou contre les biens, ce qui inclut également
selon la jurisprudence administrative classique désormais, le dommage économique, comme par exemple la perte d'exploitation. En conséquence de quoi, il n'y avait ici guère de doute sur la possibilité pour les commerçants, victimes de ce débordement, victimes de ce mouvement de colère, non seulement d'engager la responsabilité de l'État, mais également de voir l'ensemble de leurs préjudices réparés. Restait alors la troisième et dernière partie de notre consultation sur l'adoption d'un arrêté interdisant la dissémination des pesticides. Cette question se divisait en 2 points, raison pour laquelle, afin de ne pas inutilement compliquer la résolution, il était tout à fait possible d'établir notre plan de résolution en fonction de ces 2 points. Alors le premier point, grand A, concernait la légalité d'un arrêté adopté le 15 juillet 2022 et interdisant la dissémination de pesticides. Et le deuxième point concernait la délégation de cette opération de police au profit d'une association, donc d'une personne privée. S'agissant du premier point, il fallait raisonner en 2 étapes. D'abord, présenter brièvement, parce qu'il s'agit ici quand même d'une question de cours, donc de présenter la distinction entre la police administrative générale et la police administrative spéciale. L'intérêt de cette distinction était de permettre aux candidats dans un deuxième temps de pouvoir choisir quel était le bon concours de police. En effet, il existe une police spéciale phytosanitaire, donc relative à la dissémination des pesticides, et qui est exercée au niveau national. D'autre part, l'arrêté pris par le maire, lui, est bien l'expression d'une autorité de police administrative générale. Donc nous étions dans le cadre d'un concours PAS-PAG, police spéciale, police générale. Alors pour bien présenter la réponse à cette question, encore une fois, il fallait trouver, je dirais, un bon balancement entre à la fois le rappel de la jurisprudence classique et d'autre part l'utilisation de l'actualité. Alors sur la jurisprudence classique, on sait que le concours police spéciale, police générale est reconnu, sa légalité est reconnue depuis longtemps par le Conseil d'État, c'est la jurisprudence de 1959, Société des films Lutetia, et qui reconnaît la légalité de ce concours selon les mêmes critères que le concours PAG-PAG. Maintenant, dans un deuxième temps, la jurisprudence administrative s'est en quelque sorte un petit peu durcie à l'égard de ce concours. D'abord en subordonnant la possibilité pour la PAG à l'existence d'une situation d'urgence, d'un péril grave et imminent. Et puis, plus proche de nous, donc davantage tourné vers l'actualité, le Conseil d'État estime que dans le silence de la loi, puisque la création d'une police spéciale relève toujours de la loi, donc dans le silence de la loi, il est possible de déterminer si le législateur doit être réputé avoir exclu ou au contraire autorisé l'intervention de la PAG, donc le concours PAS-PAG. Alors sur ce point, la jurisprudence administrative a déjà eu l'occasion de se prononcer pour la police spéciale de la radiotéléphonie et pour la réglementation des organismes génétiquement modifiés. Alors à l'occasion de ces 2 affaires, le Conseil d'État a conclu qu'il n'y avait pas de possibilité d'intervention de la PAG. S'agissant de la dissémination de pesticides, eh bien, le juge administratif, dans la lignée des 2 affaires précédentes concernant l'implantation des antennes relais et les
et la réglementation des OGM s'est prononcé en 2020 sur les pesticides en précisant que la réglementation appartenait au ministre compétent au niveau national et qu'en conséquence de quoi, aucune intervention de la PAG n'est possible. Il était intéressant de préciser que cet arrêt du Conseil d'État du 31 décembre 2020 met fin à des hésitations jurisprudentielles, notamment au niveau des tribunaux administratifs. Alors la conclusion à laquelle on devait arriver, évidemment fort logiquement, c'était à l'illégalité de l'arrêté de police. Maintenant, indépendamment de cette question, quand bien même nous parvenions à cette conclusion, il était nécessaire de se pencher, second point grand B, sur la volonté du maire de confier à une personne privée, à une association de défense de l'environnement, un devoir, une obligation de surveillance s'agissant de ces pesticides. Alors, l'analyse de la situation ne présentait pas de grandes difficultés. Nous sommes bien ici dans une délégation d'une mission de police à une personne privée. Il fallait, dans ces conditions, comme pour les questions précédentes, rappeler la jurisprudence classique, c'est-à-dire le principe d'interdiction, qui, je vous le rappelle, repose notamment sur l'arrêt de principe de 1932, ville de Castelnaudary, à savoir l'interdiction pour une autorité de police de confier, soit par voie unilatérale, soit par voie contractuelle, l'une de ses missions à une personne privée. Maintenant, au-delà du rappel de la solution classique, il était intéressant de rappeler que cette interdiction a été récemment érigée par le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une QPC du 15 octobre 2021, Société Air France, comme étant un P2ICF, c'est-à-dire un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Ça ne change pas en soi la solution, puisque cela n'a pas véritablement de conséquences sur la position adoptée précédemment par le Conseil d'État, ça la conforte. Néanmoins, il y avait ici très certainement une exigence auprès des candidats qu'ils mentionnent la récente QPC du juge constitutionnel. Maintenant, il était néanmoins possible de rappeler que, à côté du principe, subsistent quelques tempéraments, je n'ose même pas ici parler d'exception, par exemple le transport, l'hôtellerie en zone de rétention, ou bien encore la verbalisation en matière de stationnement, qui sont susceptibles d'être délégués à des personnes privées. Néanmoins, une fois le rappel du droit positif effectué, je pense qu'ici il n'y avait guère de doute sur le fait qu'il s'agissait de déléguer une mission de police et que donc cette délégation était contraire au droit positif. Voilà ce que nous pouvions dire brièvement pour ces éléments de correction de l'épreuve de droit administratif du CRFPA en 2022. Je vous rappelle que, au sein de la préparation ISP, nous proposons à nos élèves une vidéo complète de méthodologie de la consultation juridique et une vidéo complète de la correction des annales des épreuves, notamment de 2022. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de droit administratif.